Salut à tous, c'est Sylvain et Tounavet pour Entre Rôlistes et Octogone 2024 à Lyon a été ma première convention de jeu de rôle. Et oui, ça a aussi été la première fois que j'ai vu dans la vraie vie véritable mes camarades de chez Entre Rôlistes. Et l'une des premières conversations qu'on a eues, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Salut Navet, il y a cet auteur qui fait un jeu de rôle un peu bizarre qui devrait te plaire, donc prends ce micro et va l'interviewer, go. Et c'est ainsi que j'ai fait ma toute première interview avec Loïc Musi, qui est donc l'auteur de Inachevé, le jeu de rôle qu'on va parler aujourd'hui. Les Inachevés donc est une collaboration entre Loïc Musi, donc l'illustrateur et créateur du concept d'Inachevé, et de Trikitov de Studio Delcro, qui a fourni l'aide pour mettre tout ça en format jeu de rôle. C'est un jeu qui a un concept qui est vraiment atypique, et aussi une conception d'ailleurs qui est un peu spéciale, mais ça on en reviendra un petit peu plus tard parce qu'il y a pas mal de trucs à dire là-dessus. Mais, en bref, dans Inachevé, vous allez incarner des statues qui sont, inachevées. Donc vous êtes des statues d'argile, qui, pour une raison ou une autre, vous êtes soudainement éveillés, inachevés, et vous allez donc descendre de votre piédestal pour rejoindre ce qu'on appelle une union. Donc une union, c'est un groupe d'autres inachevés, et votre objectif va être de trouver une âme pour chacun. Donc cette âme-là, elle devrait vous permettre d'atteindre le statut de chef-d'œuvre, et en étant un chef-d'œuvre, vous aurez peut-être alors accès à des réponses à toutes vos questions, dont qui sont les créateurs et surtout pourquoi est-ce qu'ils vous ont laissé inachevé. Mais pour récupérer une âme, vous allez devoir parcourir tout un tas d'endroits, tous plus dangereux les uns que les autres et plus étranges aussi les uns que les autres. Et vous allez essayer de trouver des encres. Donc des encres, ce sont des morceaux de choses ferrailles, donc des morceaux de métaux, qui ont gravé du symbole, l'un des 5 symboles des inachevés, et qui portent en eux un fragment d'âme immortelle. Ainsi, en prenant ces encres-là et en les enfonçant dans le corps, vous allez pouvoir augmenter votre propre âme et ainsi progresser vers l'éveil. Mais ça va pas être forcément facile parce que vous n'êtes pas tout seul et que les encres, généralement, elles sont habitées, enfin elles habitent d'autres inachevés ou des endroits généralement inaccessibles. Et surtout, comme vous êtes une statue d'argile, l'un des principes de l'argile, c'est que si c'est pas humide, l'argile, ça se fige. Et donc, vous allez avoir tout un système de gestion de votre réserve d'eau pour pouvoir rester mobile. Et donc, on a là tout un système qui a une thématique très forte, mais qui reste très bizarre et très, comme je disais au début, très atypique à jouer. Ce côté atypique est totalement embrassé par Inachevé, parce que c'est quelque chose qu'ils disent très rapidement dans les premières pages, c'est que Inachevé a pour vocation de vous faire jouer un jeu de rôle de façon différente. Parce que déjà, vous jouez des statues d'argile, donc ça veut dire que vous pouvez très bien avoir 3, 4, 5, 10 bras, 3 jambes, 2 jambes, 0 jambes, même pas de tête, et ça passe. Et même un autre côté atypique aussi, c'est que en termes d'expression, votre statue d'argile, s'il n'a pas le pouvoir associé, elle ne pourra pas parler. Donc vous êtes encouragé à vous exprimer de façon différente. Donc vous pouvez très bien parler à la troisième personne, vous exprimer par des gestes, vous pouvez aussi dessiner, vous pouvez écrire, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, le jeu de rôle vraiment inachevé veut vous pousser à faire les choses différemment. Autre chose aussi, c'est le côté artistique. À l'origine, Inachevé, ce sont des croquis. Ce sont des croquis de l'illustrateur, donc Loïc Musi, qui faisait aussi de la sculpture d'ailleurs, et qui a été mise en page, mise en jeu de rôle. Et donc, tu as le côté artistique qui est un peu présent, qui est omniprésent dans tout le bouquin. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnages en joueurs, des endroits qui sont inspirés d'œuvres d'art. C'est quelque chose qu'il faut savoir quand on rentre là-dedans, et même le jeu va indiquer que ça peut être considéré comme une porte ouverte ludique vers l'art, potentiellement. Et donc, ça a quand même un côté peut-être un peu prétentieux. Un ressenti que j'ai eu en lisant le bouquin, je me suis dit, le concept est super cool, mais est-ce que ça va pas être inaccessible? Et en fait, le jeu le dit clairement, c'est que ce n'est pas un jeu pour débutants. Ou en tout cas, c'est pas un jeu pour des rôlistes débutants, parce qu'il y a vraiment cette difficulté à pouvoir jouer différemment. Et pour jouer à ce jeu-là, je pense que soit c'est mieux d'être un joueur aguerri, comme ils le disent, ou alors de vouloir tenter de nouvelles choses. Et d'ailleurs, je rajouterais même une autre catégorie de personnes pour laquelle ce jeu devrait bien marcher, c'est pour les gens qui n'ont jamais joué à aucun jeu de rôle. Parce que sans avoir aucune des préconceptions que tu as d'un jeu de rôle, ce jeu-là, à mon avis, serait beaucoup plus accessible. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a, encore une fois, ce concept qui est suivi du début jusqu'à la fin, qui est présent à travers toutes ces pages, c'est ce côté de vous faire jouer différemment et vous faire interagir avec l'art d'une manière ou d'une autre. Parce que là, l'art, on pense immédiatement à tous les tableaux, on pense à des sculptures et tout ça, mais l'art, ça peut prendre tout un tas de formes. Et donc, vous êtes encouragé, à la fois en tant que personnage joueur, mais aussi en tant qu'artiste. Donc, artiste, c'est
le nom de la meneuse. Donc en tant qu'artiste, vous êtes encouragé à vous inspirer de ce que vous considérez comme art et vous pouvez ainsi dialoguer et approcher sur l'art en jouant à ce jeu de rôle. Alors, je vais pas pouvoir aller plus loin avant de parler de l'éléphant d'argile qui est l'art. Les illustrations, la mise en page et globalement toute la présentation du livre. Alors, en règle générale, quand on fait un jeu de rôle, on commence par écrire le texte et ensuite on commande des illustrations pour illustrer le texte. Alors que là, ça a été l'inverse. Il faut dire que, comme je disais dans l'introduction, c'est une collaboration entre Loïc Music, qui est d'abord illustrateur, puis sculpteur aussi, qui a fait beaucoup d'illustrations pour pas mal de médias, et qui avait ce carnet où il dessinait donc ses inachevés. Et le jeu de rôle, il est parti de ce carnet-là. Il est parti de ce carnet de croquis pour ensuite être habillé du texte. Et donc tu as une approche du bouquin qui est un peu non orthodoxe, puisque ce sont le texte qui est venu se rajouter aux illustrations. Ce que ça donnait une mise en page où tu vas avoir des jeux de couleurs, des jeux de lumière auxquels le texte va s'adapter. Et donc c'est un boulot qui est magnifique. Ça, c'est sans même parler des dessins en eux-mêmes, de la créativité de certaines de ces créatures, qui je trouve donne un cachet absolument superbe à ce bouquin-là. Donc là, au niveau présentation, on est vraiment top. En plus de ça, le texte lui-même, le texte est présenté de façon assez informelle, ce qui est un peu étrange, surtout que tu pourrais dire, tu pars dans un truc artistique, donc tu essaies de faire des grandes phrases, des grands mots, tu es assez strict, assez formel, mais non. Là, c'est une écriture qui est assez directe, qui marche bien, qui en fait pas des tonnes, ce qui est très appréciable. Moi, j'aime beaucoup ça quand on fait pas des tonnes. Et globalement, c'est un texte de qualité pour des illustrations de qualité. Et donc, après ça, la mise en page est super bien, le design du layout, parfait. Et donc là, niveau présentation, mais il n'y a absolument rien à dire, c'est vraiment un super boulot. Avec une présentation au top, je me suis quand même demandé, est-ce que le système va réussir à suivre? Parce que tu as très bien réussi tout ce qui va être les illustrations, donc est-ce que tu vas quand même réussir le côté mécanique, ou est-ce que tu vas plutôt te reposer un petit peu sur tes lauriers, de dire, j'ai une bonne présentation, on va faire un petit système pour accompagner la présentation, et basta. Mais, non. Donc, je vous dis immédiatement ma conclusion pour cette section-là, mais c'est que le système de jeu, il marche bien, et surtout, il a un avantage. Il a un avantage que j'apprécie énormément dans le jeu de rôle, c'est qu'il contribue à l'expérience du jeu. Puisque ici, on va utiliser non pas des dés, parce qu'on va pas faire comme les autres, tant qu'à faire, on va utiliser ce qu'ils appellent le bloc. Donc le bloc, c'est un jeu de cartes, 32 cartes, et chacune des cartes est marquée d'un symbole. Et donc ce symbole-là va signaler tout simplement quel est le niveau de réussite, allant de la transcendance, donc le niveau de réussite exceptionnel, jusqu'à la poussière, qui est le niveau d'échec le plus haut. Donc, par exemple, je tire une carte, donc là, ça va être l'hexagone. Donc l'hexagone, ça correspond à un accomplissement, c'est-à-dire que c'est une réussite, juste une réussite standard. Alors que si j'avais tiré un triangle, ça aurait été un revers. Transcendance, c'est une réussite exceptionnelle. Poussière, c'est un échec absolu, donc ça veut dire que non seulement vous échouez, mais en plus, vous allez devoir payer quelque chose, il va y avoir une complication en plus. Et finalement, on a persévérance, qui lui est le milieu, c'est-à-dire que vous allez échouer votre action, sauf si vous dépensez des ressources pour arriver. Il y a tout un tas d'autres petites mécaniques autour de ça, donc notamment le fait que vous allez pouvoir à des moments soit tirer 2 cartes et garder la meilleure, donc une sorte d'avantage, ou alors tirer 2 cartes et garder la moins bonne en cas de désavantage. Vous avez aussi d'autres mécaniques, des talents ou des capacités spéciales qui vous permettront de, si jamais vous êtes en persévérance, donc vous avez le niveau milieu, plutôt que d'avoir à dépenser des ressources pour réussir, vous allez réussir automatiquement. Mais c'est pas ça qui fait vraiment le côté très élégant du bloc, de ce système-là. Puisque le bloc, au fur et à mesure que vous le défaites, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous piochez des cartes, vous ne les remettez pas immédiatement dans le bloc. Vous faites un rébut à côté. Et c'est uniquement quand le bloc est terminé que vous allez pouvoir reconstruire votre bloc en mélangeant le rébut. Et là où ça devient super cool, c'est que à chaque fois que vous recomposez un bloc, vous dépensez de l'eau. Donc des réserves d'eau, c'est quelque chose que tous les inachevés ont, et ça, comme je vous le disais, si jamais vous n'avez plus d'eau, votre personnage ne peut plus bouger et va lentement mourir. Et donc, cette gestion de l'eau est super importante pour le jeu, et le fait que, au fur et à mesure que vous faites des actions avec, au fur et à mesure que vous dépensez, que vous déconstruisez votre bloc, vous allez vous rapprocher de cette perte d'eau. Sachant que, aussi à la fin de chaque scène, donc avec les moments appropriés, vous allez aussi, encore une fois, reconstruire le bloc. Donc ça donne un côté de gestion de tension
qui est élégamment inclus dans le flow global, et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Et ça va être à peu près tout en termes de mécanique. Donc il y a pas mal d'autres petits changements, des talents qui vont pouvoir influer la façon dont utiliser les cartes, mais globalement ça va se dérouler de la même manière. Donc on va voir par exemple, si je peux citer, les fonctions. Donc les fonctions, c'est quelque chose que vous allez définir ou tirer au hasard à la création de votre inachevé. Une fonction va être plus ou moins l'équivalent d'une classe. C'est-à-dire que vous avez 4 fonctions: serviteur, protecteur, émissaire et savant. Ça va donc donner quelle a été l'intention du créateur quand il vous a créé. Donc vous allez choisir parmi ces fonctions-là, ou encore une fois tirer au hasard, une fonction qui va être positive et une fonction qui va être négative. Et donc cela va de nouveau influer la façon, la mécanique de jeu, c'est-à-dire que si jamais vous faites quelque chose qui rentre dans le cadre de votre fonction positive, et bien en ce cas vous allez avoir un bonus dans votre mécanique, dans vos tirés de cartes, et sinon ça va être un malus. Mis à part ça, parfois il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc je vais pas tout dire parce que je vais quand même vous laisser un peu découvrir ça, mais peut-être petite note quand même sur le combat, parce que le combat va suivre globalement le même mécanique. Donc c'est le même bloc, tu vas quand même tirer les cartes, mais par contre, là où ça va changer, c'est que tout se fait du côté du joueur. C'est-à-dire que quand vous attaquez, vous tirez une carte, mais aussi quand l'adversaire vous attaque, vous allez aussi tirer une carte pour vous défendre. Et en plus de ça, si jamais vous tirez, si vous faites un mauvais résultat à votre tiré d'attaque, vous prenez aussi des dégâts. Et donc, c'est un jeu qui est étonnamment assez mortel. Donc ça veut dire que quand vous créez votre inachevé, vous allez pouvoir démarrer soit en ayant 3 intégrités, donc intégrité c'est plus ou moins les points de vie de votre personnage, jusqu'à un maximum de 10. Mais en termes de combat, ça va descendre assez rapidement, surtout si vous affrontez plusieurs personnes, surtout si ces personnes-là vont pouvoir dépenser de l'eau, donc une sorte de cette réserve-là dont je parlais, la dépenser pour faire encore plus de dégâts. Donc ça peut aller assez vite. Et donc ça fait en sorte que les combats ont ce côté qui peut être assez rapidement mortel si jamais vous ne faites pas gaffe. Mais à part ces mécaniques-là, peut-être autre chose aussi à citer, les capacités extraordinaires. Donc les capacités extraordinaires, c'est quelque chose que vous allez gagner au fur et à mesure que vous allez vous éveiller, que vous allez récupérer des encres et améliorer votre âme. Les capacités extraordinaires sont volontairement assez vagues. Et on va vous demander, à vous joueurs, de quand vous acquérez cette capacité extraordinaire, c'est à vous de décider à quoi ça ressemble. Donc il y a quand même pas mal d'exemples dans le jeu. Donc l'une des capacités extraordinaires est qui paraît quand même assez basique, c'est le fait de pouvoir parler. Quelque chose que vous allez devoir acquérir. Vous avez d'autres, le fait de pouvoir se déplacer sous le sol, par exemple, ça peut être une autre capacité extraordinaire. Et il y en a pas mal d'autres, mais la plupart sont assez intéressantes, puisqu'elles vont changer drastiquement la façon dont vous jouez, et vous avez pour ça avoir besoin de dépenser des forces d'âme. Donc les forces d'âme, c'est au fur et à mesure que vous montez en niveau, vous avez votre nombre de forces d'âme maximum qui augmente. Vous allez pouvoir dépenser ça pour pouvoir utiliser vos capacités extraordinaires. Mais là encore, on est dans le signe de la créativité, puisque il n'y a pas tant que ça de liste qui est pris qu'ensuite, sinon que celles qui sont utilisées par les personnages en joueur, mais sinon vous avez libre cours pour pouvoir créer toutes les capacités extraordinaires que vous voulez. Et c'est donc plus ou moins tout pour les mécaniques de jeu. Et comme je disais un peu avant, je trouve que ça s'inscrit assez élégamment avec le reste de l'expérience. Et ça permet de rester dans la thématique des inachevés, donc les statues d'argile, le fait d'avoir cette malléabilité pour pouvoir créer ces capacités extraordinaires, le bloc qui permet de jouer avec le côté de la récupération d'eau. Et donc pour moi, c'est un bon système de jeu. Peut-être pas excellent, il manque peut-être un peu de profondeur, peut-être un peu plus même s'il y a des exemples de capacités extraordinaires, ça a quand même manqué, mais bon, c'est pas exactement le cœur de ce jeu-là. Donc, moi je dis que le système marche très bien pour ce qu'il doit faire. Passons donc maintenant à la création de personnages, ou alors ils appellent ça l'éveil. Donc l'éveil, c'est quand votre inachevé va se réveiller, vous allez pouvoir définir qu'est-ce qu'il est, qui il est, qu'est-ce qu'il veut faire. Et pour ça, vous allez utiliser non pas des dés, mais bien sûr des cartes. Donc pour chaque aspect de votre personnage, vous allez pouvoir tirer 2 cartes. Et ces 2 cartes-là vont vous indiquer des informations sur par exemple, on va pouvoir tirer des cartes pour définir quelle va être la forme de la tête, du tronc, des bras, des jambes. Donc par exemple, mettons que je tire cercle et losange, dans ce cas, je vais avoir une tête fragmentée. Donc une tête qui est sculptée comme si elle était composée de morceaux flottants ou fracturés. Si j'avais tiré ça pour le tronc,
Dans ce cas, ça aurait été le tronc fragmenté, etc. etc. Donc là, il y a pas mal de petites descriptions qui vous permettent de créer un inachevé qui est vraiment unique. Donc, il va pouvoir aussi tirer ça pour la taille, pour la corpulence, pour ses fonctions évidemment. Et ben, c'est plus ou moins tout. Vous allez quand même définir aussi votre intégrité et réserve d'eau maximale de départ, mais ça va être plus ou moins tout. Vous n'allez pas avoir besoin de faire beaucoup plus. C'est là que je trouve ça assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir rentrer immédiatement dans l'histoire, surtout que vous n'avez pas de capacité extraordinaire, en tout cas pas à votre premier niveau, et donc c'est assez simple de rentrer dans le jeu. C'est aussi dans cette section-là qu'on va retrouver tous les personnages non joueurs qui ont le droit à quand même parfois 4 pages pour eux, pour décrire qui ils sont, quel est leur objectif, quels sont leurs agendas, qu'est-ce qu'ils veulent, mais aussi comment les intégrer de façon à votre scénario. Et donc, vous avez là des personnages que je trouve qui ont énormément de gueule. Donc, vous allez avoir des personnages qui sont relativement humanoïdes dans leur forme, avec juste quelque chose de différent, jusqu'à avoir des créatures à peine humanoïdes. Donc, vous allez vraiment avoir de tout. Et c'est là que je trouve que, encore une fois, la créativité de ce bouquin-là n'est pas à démontrer. Hein. Il est vraiment super intéressant. Et c'est là où ça permet de faciliter l'addition de ces personnages-là, de prendre ces personnages-là et de les intégrer directement à n'importe quel scénario. Et donc, c'est une force que je trouve qui marche super bien dans ce bouquin-là. Et donc, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, sinon que vous montrer à quoi ça ressemble dans le bouquin. Les endroits dans Inachevé, c'est là où va se dérouler l'action. Donc un endroit, c'est un lieu qui généralement est cloisonné, enfin en tout cas qui est limité à une zone, et c'est là-dedans que vont pouvoir interagir les personnages joueurs. Et toute la section qu'on va aborder ici va parler de comment créer vos endroits. Donc on va avoir 3 endroits qui vont vous être décrits, mais surtout vous allez avoir tout un tas d'astuces qui vont vous permettre de vous approprier ces endroits-là et vous donner des astuces de comment créer vos propres endroits. Et pour commencer, ce qui est assez intéressant, c'est que on a les inspirations de chacun des endroits, et par exemple, le tout premier endroit, la ziggourate des pleurs, est un endroit qui a été inspiré par l'un des rêves de Loïc Musi. Donc c'est assez cool comme idée d'avoir ça, puisque ça peut donner des inspirations qu'il n'y a pas que l'art, hein, il y a vraiment tout ce que les rêves, tout n'importe quoi peut servir d'inspiration. Donc juste pour vous donner une idée de à quoi ressemble la ziggourate des pleurs, c'est une énorme ziggourate qui est perdue au milieu d'une mer bleue, de sable bleu, qui est parcourue d'échardes de choses métal étranges. Et ainsi, ce ziggourate-là est séparé en 7 étages, et chacun des étages semble immense, impossiblement immense, ayant chacun leur propre défi, leur propre particularité. Et donc, cet endroit qui est relativement linéaire, c'est-à-dire que vous allez avancer ici d'étage en étage pour essayer de découvrir quelles sont les informations, enfin, qu'est-ce que c'est exactement ce ziggourate-là. Et à chaque fois, vous avez des informations de comment jouer ça, quelles sont les différentes mécaniques que vous pouvez mettre en jeu en tant qu'artiste, donc en tant que meneuse, quelles sont comment interpréter le résultat des jets de cartes des personnages joueurs, quels personnages non joueurs ajouter, quelles sont leurs motivations. Mais quoi qu'il en soit, vous avez là vraiment un endroit complet, prêt à jouer, et surtout prêt à adapter. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les 2 autres endroits qui sont présentés, chacun présente une façon bien différente de jouer. Donc comme là où je disais, l'endroit du ziggourate est pas mal linéaire, vous allez avoir Nikié qui est une sorte une statue immense, qui est aussi un inachevé d'ailleurs, qui va être parcouru. Donc là, on est plus en mode Shadow of Colossus, ou encore vous avez le deuxième endroit qui s'appelle Mauvaise Pensée, qui lui est plutôt un endroit assez libre. Vous allez pouvoir vous déplacer et essayer d'enquêter sur cet endroit-là. Et donc, là encore, c'est pas tant l'endroit est super intéressant, mais surtout toutes les astuces et techniques qui vous expliquent comment faire pour vous l'approprier. Mais c'est pas tout, puisqu'on a aussi le droit à 3 scénarios. Donc ces 3 scénarios-là, encore une fois, chacun des scénarios, vous pouvez les jouer immédiatement, mais il y a aussi pas mal d'astuces de comment les adapter à votre jeu. Et surtout, vous allez pouvoir récupérer les PNJ qui y sont pour pouvoir les intégrer à vos propres histoires. Et là encore, on a plein de scénarios qui sont vraiment différents dans leur construction. Donc on a par exemple le scénario de Désunion, qui lui va être plutôt axé sur l'investigation, sur l'enquête, sur la diplomatie, alors que le scénario Repose en paix, lui, va être un truc un peu plus macabre. Vous allez devoir
enquêter, ou plutôt vous allez devoir essayer de résoudre des énigmes et tenter de survivre à un endroit qui est pas mal hostile. Et donc toutes ces zones-là, tous ces scénarios-là, ça vous donne un paquet complet pour pouvoir vous permettre de jouer à inachevé. Et globalement, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là, c'est que, dans ces endroits et scénarios, c'est qu'il y a toutes les clés en main qui sont données et plusieurs clés en main de plusieurs méthodes différentes qui, je trouve, ça peut vous aider énormément en tant qu'artiste débutant, ou même en tout cas ce qui est aussi nécessaire pour un jeu comme ça, puisque ça peut paraître un peu compliqué. Donc d'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour ajouter une petite critique là-dessus, c'est que sans ces exemples-là, je pense que j'aurais été perdu. C'est-à-dire que les endroits, ce sont des zones qui sont globalement assez abstraites. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas avoir de ville, vous n'allez pas avoir de forêt. Il n'y a rien de ce que tu pourrais retrouver dans des jeux de rôle plus classiques qui va pouvoir t'aider. C'est-à-dire que à ce côté, même quand c'est décrit, qui est un petit peu prenez une œuvre d'art et adaptez-la dans votre jeu de rôle. Et donc, quand j'ai lu ces premières lignes-là, je me suis dit, oula, ça paraît quand même un peu compliqué. Mais là, le fait d'avoir tous ces exemples-là, le fait d'avoir tous ces PNJ qui sont déjà là avec leurs capacités, je trouve que ça permet de passer un peu outre ça. Et donc, je trouve que c'est une excellente initiative d'avoir eu tout ça. Et je pense que c'est même carrément nécessaire. Et pour finir, on va avoir le Compendium qui va être en quelque sorte une liste de toutes les capacités extraordinaires qui ont été utilisées par tous les PNJ. Ça peut donner une sorte de liste de départ si jamais vous voulez créer vos propres capacités extraordinaires, donc ça les réunit tous au même endroit. Mais surtout, tu vas avoir une annexe qui va avoir les trucs de base, genre les personnages de feuilles vierges, les pré-tirés, mais aussi l'explication de c'est quoi un jeu de rôle, qui généralement se trouve au début du bouquin, mais là c'est à la fin. Mais surtout, tu as une lettre de Loïc Musy à son œuvre, où il va décrire, va parler à son œuvre pour lui dire comment l'œuvre est née, qu'est-ce qui l'a amené à le créer de cette manière-là, qu'est-ce qui l'a motivé. Et je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais bien voir un peu plus souvent dans les jeux de rôle, ce côté peut-être un peu plus vulnérable des auteurs, de pouvoir juste exposer ce qu'ils pensent, pourquoi ils ont créé leur œuvre. Et donc, je vais pas en parler ici parce que j'aimerais bien que si jamais vous prenez ce bouquin-là, vous lisez ça par vous-même. Avant de passer à la conclusion, je vais parler très brièvement de Recueil d'endroits. C'est un bouquin, un supplément qui a été créé, qui est venu aussi avec le livre de base. Et ce recueil-là, c'est tout simplement 11 nouveaux endroits qui ont été créés par 9 auteurs différents. Et je trouve ça assez intéressant de voir que dès sa sortie, il y a quand même cette volonté d'impliquer d'autres auteurs à rejoindre l'univers d'Inachevé. Et donc parmi ces 11 endroits-là, on va avoir des endroits qui vont être plus clés en main, d'autres qui vont être plutôt des propositions pour que l'artiste puisse récupérer cet endroit-là et l'adapter. Mais bref, tout ça, ça fait du contenu en plus et on est toujours content de voir ça. Allez, on passe à la conclusion. Conclusion d'Inachevé. Est-ce que Inachevé a réussi à achever le succès ? Alors, pour être pas un peu plus sérieux, Inachevé est un jeu que je suis depuis ce premier interview en 2024. Donc j'ai reçu les bouquins en début de cette année, 2026. Et première chose, j'ai pas été déçu. Donc après, un peu sûr, parce que j'ai suivi, on a fait à Octogone 2025, on a pu voir déjà à quoi ça ressemblait. Et donc là, l'avoir en main, c'est quand même de voir l'achèvement de ce projet-là. C'est plutôt cool à voir. Et comme je disais, la présentation est nickel. Les illustrations sont excellentes. Les mises en page, comme je disais, pareil aussi au top. Et donc là, il n'y a vraiment rien à redire. Et la partie où j'étais le plus inquiet, celle de si la forme elle est excellente, est-ce que le fond va réussir à passer ? Et là, je dis plutôt que oui. Donc c'est pas un jeu pour tout le monde, puisque c'est un jeu qui est quand même assez difficile d'accès. Il faut vraiment pouvoir penser autrement au jeu de rôle. Et donc ça, c'est un des défis du jeu et c'est quelque chose qui est attendu. Le jeu, encore une fois, il ne se cache pas de dire que c'est pas un jeu qui est pour tout le monde. Donc c'est assez honnête et je trouve que c'est bien de s'être juste dit, bon, on va pas faire un jeu pour tout le monde, de faire un jeu pour les gens qui veulent faire des trucs un peu expérimentés. Et je trouve ça que c'est l'une de ses forces, c'est que le jeu a son thème, il a son idée, il a sa direction et il y va. Il va pas essayer de plaire à tout le monde, il va pas essayer de faire tout un tas de trucs qui soient à la mode, il a juste son univers à retranscrire, il a son expérience de jeu juste à faire jouer, et il y va. Et c'est ça, c'est l'une des plus grandes forces d'Inachevé, c'est que tu as vraiment un tout qui se fait. C'est-à-dire que tu as vraiment l'expérience, toutes les mécaniques, tous les lieux, tu as la mise en page aussi qui va aider à créer cet univers-là, et à créer cette expérience de jouer
de jouer des statues d'argile dans des œuvres d'art. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est une grosse réussite. Et même si bah, tu ne t'y connais pas grand-chose en art, ce qui est mon cas, je suis pas très artiste dans l'âme, hein, mais même si t'es pas vraiment artiste dans l'âme, eh ben, tu peux dire quand même que l'art, c'est un peu partout, hein. Moi, j'aime bien regarder des jolies images, hein. Et donc, faut pas vraiment je pense qu'il n'y a pas lieu d'être intimidé par ça. Et donc, je dirais qu'Inachevé, c'est le genre de jeu qui serait à tester, au moins une fois. Par contre, c'est un jeu que je vois mal être utilisé, être testé en distanciel, puisque il y a vraiment cette communication qui est très brute, hein, puisqu'il n'y a pas de droit à la parole. Et donc là, le fait de jouer ça en distanciel, ça va être un peu compliqué. Donc je recommanderais de jouer ça avec en personne, hein. Ça serait la meilleure façon de jouer ce jeu-là. En tout cas, à mon avis. Donc il y a aussi plein de manières de jouer différentes. Donc je peux par exemple utiliser du sable, des tablettes de sable. C'était présent dans la présentation de Octogone 2024, hein, genre tracé dans le sable. Donc il y a plein de moyens de s'exprimer. Et c'est ça que je trouve que ça peut être intéressant. C'est le côté d'expression libre, expression un petit peu expérimentale, qui vous permet comme le dit la proposition du jeu, de jouer le jeu de rôle de façon différente. Et donc, pour moi, Inachevé, c'est vraiment une grosse réussite, un ovni, très certainement. Mais c'est aussi un très bel objet, même si je suis assez content de l'avoir dans la bibliothèque, parce que c'est quand même super joli comme objet. Et globalement, je trouve que c'est aussi une très belle réussite, une très belle collaboration aussi. Il faut dire que c'est un artiste en qui Trikitov a vu le potentiel et s'est dit, ah bah ouais, tiens, je vais faire un jeu de rôle sur des illustrations. Ça, je trouve ça très cool. Donc voilà. On va s'arrêter là pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à laisser des commentaires, liker et tout le reste de YouTube. Comme d'habitude, ça nous aide. On approche des 4000 abonnés sur notre chaîne et ça, c'est exceptionnel. Merci à vous tous qui nous suivez. Donc voilà. Et sur ce, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé comme d'habitude et surtout, passez des bonnes soirées et des bons jeux. Salut à tous!